Tu vas passer le micro peut-être. Non mais je peux parler assez fort je pense. Ouais. Merci pour la présentation, très intéressante. Moi, la question que je me pose, c'est que les résultats sont présentés en pourcentage, mais il n'y a jamais rien qui parle de la quantité de matière. Alors c'est pas forcément facile à comparer une pastille posée, une pastille aspirée, etc. Mais ça serait intéressant aussi. Oui, en fait là, on a des particules qui sont collées sur la pastille, mais je crois que dans le sac à dos, il y a un appareil qui compte les particules. Parce que nous, en fait, on a des particules collées sur la pastille, mais on n'a aucun moyen de dire combien il y a de particules par mètre cube d'air, par exemple. Je pense qu'Anna Maria pourrait confirmer que dans la valise, il y a un outil qui... Oui, donc la méthode de posage, c'est un petit peu... on a dit, est-ce qu'on peut faire, parce que des pastilles, on peut donner à n'importe qui, et dans les quantités qu'on peut, de donner une pompe aspirante avec tout le système, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas faire 100 pompes aspirantes avec tout le système pour donner à chaque personne. On a vu que les résultats ne sont pas trop loin, donc s'il y a un élément perturbateur, dans cette analyse-là, je pense qu'il faut aller faire l'aspiration et le comptage de particules. Mais là, l'idée, c'était, est-ce qu'il y a un élément perturbateur? Michael, il a vu non, mais c'est vrai que si on a un élément perturbateur, il faudrait le doser plus facilement en concentration et pas juste en analyse des particules posées, parce qu'il y a beaucoup de contaminantes qui peuvent venir de l'air, la personne passe à côté, vous avez vu, elle est chargée en fibres, donc quand on passe, on perd un peu des cheveux, des trucs comme ça, et on peut avoir d'autres contaminantes que les particules qu'on veut voir. Une dernière question de Raoul Arf, et après on avancera pour pouvoir faire une petite table ronde. Est-ce que vous pourriez utiliser des échantillons avec des particules qui seraient précipitées sur du scotch, sur des rubans adhésifs? Alors là, je pense qu'il faudrait les détacher, parce que peut-être l'idée ce serait d'utiliser le scotch et de le mettre dans le microscope directement. Là, il faudrait faire un test pour voir s'il n'y a pas des problèmes de chargement. Ou... Je pose la question parce que vous avez en France tout un réseau de capteurs qui est utilisé pour les pollens, mais qui fonctionne donc sur un principe de fixation sur un ruban adhésif. C'est les appareils de Burka, non? Oui, c'est ça, oui. Et qui permettrait, et qui donne donc, il y a une aspiration régulière, donc on a une notion de débit, et voilà, et vous auriez éventuellement un matériel facilement récupérable. Après, savoir si vous pouvez l'analyser. Notre sac à dos, c'est exactement ça. Ça aspire sur une truc adhésive. Donc, c'est une scotch adhésive spéciale pour la microscopie électronique. Pourquoi? C'est une scotch qui n'a pas des impurités, sauf un peu de zircon. Oui, mais là, c'est vrai que l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est faite partout et on pourrait l'utiliser, nous, pour analyser les particules minérales. Mais il faut faire un test pour vérifier si ce scotch, on peut l'analyser directement et si ça ne charge pas au microscope. Si on peut l'observer, oui, ça c'est très intéressant. Ok, donc je vais demander à Emmanuel Watkins de me rejoindre. Et on a une présentation commune. Donc Emmanuel Watkins est anatomopathologiste. On travaille avec lui. On a mis au point avec lui un protocole d'analyse des implants et sûrs. On a soumis maintenant, quand on nous demande, quelqu'un va se faire opérer, eh bien c'est Emmanuel, et puis aussi avec Carole Leroux de l'équipe de Technipat, qui travaille beaucoup avec Gilles Sournis. Donc ces deux équipes d'anatomopathie sont unies pour essayer de mettre au point ce protocole systématique. Mais là, je veux parler donc avec Emmanuel de l'intérêt justement de qu'est-ce qu'amène le même EDX, c'est le microscope optique. Voilà, attendez, j'avance là, je vais passer là. Voilà. Bah, je reprends là, c'est la diapo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment la minéralopathologie, c'est l'intérêt de questionnaire et puis des maladies et puis de trouver l'exposome là-dedans. Et on va vous présenter des exemples. Donc je donne la parole à Emmanuel qui va vous parler des avantages respectifs. Voilà. La flèche, c'est là où.
Bonjour à tous, donc Emmanuel Westry, je suis pathologiste au cabinet CIPAT sur Lyon. Donc je suis en particulier intéressé par la gynécopathologie et les pathologies thoraciques. Donc c'est vraiment le lien de ces pathologies granulomateuses. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations parce que la microscopie optique a des limites pour analyser ces particules. On peut voir une résolution de l'ordre de 0,5 microns. On peut s'aider de techniques complémentaires, en particulier la lumière polarisée, pour mieux voir ces particules minérales. À l'inverse, la microscopie électronique permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail, et avec les techniques d'analyse au rayon X, permet de caractériser ces particules minérales qui sont de très petite taille, voire au niveau du nanomètre. Donc quelques illustrations de cas d'anatomie pathologique, donc en microscopie optique. Donc là vous avez à gauche une illustration de ce qu'on appelle le granulome. Donc c'est vraiment la lésion élémentaire de la réaction de l'organisme contre un corps étranger, une particule étrangère. Donc c'est les macrophages dont on a déjà parlé, qui vont essayer de résorber, de phagocyter ces particules et qui n'y arrivent pas forcément, et qui vont petit à petit fusionner pour ce qu'on appelle créer des cellules géantes plurinucléées. Donc on peut... Voilà. Donc on voit ces cellules avec plusieurs noyaux. C'est une fusion de macrophages qui n'arrivent pas à digérer en fait ces particules étrangères. Donc là on est par exemple en sous-cutané. Par exemple on peut avoir eu un traumatisme, des débris de verre ou des petites particules comme ça. Donc en fait c'est des empreintes de ces particules qu'on va voir là. Et donc on les voit dans le cytoplasme de ces cellules géantes plurinucléées. Là, c'était un cas d'un patient qui avait fait des injections sous-cutanées de Subutex. Et donc, on voit là ces particules, pareil, réaction granulomateuse. Et là, l'avantage de la lumière polarisée, là, on peut voir un peu mieux ces particules. Donc là, c'est un excipient du Subutex, c'est l'amidon de maïs. On a cet aspect caractéristique qui a été décrit en croix de Malte. C'est une illustration intéressante de l'apport de la lumière polarisée. Et puis là, pour parler donc des essures, donc, on retrouve ici, donc, on est dans une paroi tubaire. On retrouve ici ces cellules géantes plurinucléées. Là, on voit des corps étrangers avec la cellule qui est ici autour, avec tous ces noyaux. Donc, pour aller plus loin dans l'analyse de ces particules, donc on part donc des prélèvements qui ont été faits au niveau du service d'anatomie pathologique ou du cabinet, avec le protocole qu'on a mis en place pour vraiment étudier le plus possible de surface de contact avec l'implant. Et donc là, on voit sur cette coupe transverse, donc là, vous aviez la lumière tubaire au contact de l'implant, et on voit un corps étranger ici. Et là, vous avez l'équivalent donc de cette coupe. On part du même prélèvement qui est inclus dans un bloc de paraffine sur lequel on a fait nos colorations standards. Et à partir de ce même bloc de paraffine, sur la même coupe en microscopie électronique à balayage, donc vous voyez l'équivalent. Donc là, en beaucoup plus gros. Et donc là, c'est l'analyse de ces différentes particules. Alors, je passe la parole à Michel. Voilà, je vais prendre le relais et puis je repasse la parole à Emmanuel, justement pour donner des exemples. Voilà, ce qui est très intéressant, par exemple, le cas que montrait très intéressant de ce monsieur qui a une prothèse de genou depuis 7 ans. Alors, il faut absolument qu'on se renseigne, c'est des prothèses de genou métal, parce que celles-là aussi, elles ont été plus ou moins retirées. Et on trouve de l'acier. Alors ça peut être aussi de l'acier qui peut venir aussi du passage, il y a eu des contaminations d'acier dues au passage de l'aiguille. Ça pourrait être une contamination, alors il faut être extrêmement prudent, mais d'après Michael, ça paraît peu probable, et peut-être que cet homme, il a eu une prothèse de genou qu'il a encore, qui envoie, qui est métal, c'est les métal, je pense qu'il faudra se poser la question, parce que ça envoie des particules d'acier dans ses reins, et qui a favorisé la granulomatose de la maladie de Wegener. C'est-à-dire maladie de cause idiopathique. Mais là, avec l'anapathe et le questionnaire, on arrive à identifier une cause. Voilà. Donc c'est pour ça, ça on vous l'a déjà montré. Donc j'avance. Donc voilà, je vais vous donner quelques autres exemples très intéressants par rapport à cette maladie qui s'appelle la sarcoïdose. Maladie de cause inconnue, idiopathique. En fait, nous on pense et on se bat actuellement au niveau des sociétés de médecine interne pour dire attention, avant de dire ça, il faut faire un questionnaire extrêmement approfondi qui n'est pas fait actuellement ces jours-ci dans la plupart des services. Et puis, s'il s'agit d'une sarcoïdose qui peut évoluer de manière chronique, sévère, eh bien, il faut faire la microscopie électronique parce que même si on est passé à côté à l'interrogatoire de quelque chose, on peut identifier des choses. Là, je vous montrer ce dossier qui est très intéressant. Là, c'est une patiente qui, à l'âge de 20 ans, elle a été diagnostiquée sarcoïdose.
Elle avait des ganglions médiastinaux, et puis elle a été traitée à la cortisone quelque temps, puis elle a été perdue de vue, elle allait pas mal, elle continuait, elle était une sarcoïdose chronique, mais elle n'était pas gênée vraiment. Et 30 ans plus tard, elle arrive à la service de médecine interne de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Louis parce qu'elle est fatiguée, elle a de l'insuffisance rénale, et on lui trouve au PET scan des ganglions qui fixent et qui font évoquer peut-être un cancer des ganglions, un lymphome malin. Et du coup, elle a une nouvelle biopsie, et voilà ce que donne la biopsie. Eh bien, vous voyez qu'elle montre cette fameuse cellule géante multinucléaire, mais quand même, l'anapathe, Mme Traverse-Mélan, a dit qu'il y a quand même des particules, alors, il y en a une grosse là, quand même, qui fait à mon avis peut-être 10 microns, et puis des toutes petites, vous voyez, qui sont autour là, et elle a quand même tiqué là-dessus. Mais bon, les internistes nous ont envoyé, c'était granulomatose épithéliale gigantocellulaire, elle a observé des particules, mais nous on l'a reçue pour les internistes pour mise en route d'un traitement pour sarcoïdose. Voilà, ça n'a pas été... Et donc on a interrogé cette patiente qui nous dit, écoutez, moi je n'ai pas de métier qui m'empoussière. Par contre, j'ai un hobby depuis l'âge de 15 ans. Je suis passionné de restauration de meubles anciens. Et donc, tous ces week-ends, elle passe son temps à restaurer des meubles. Et en particulier, elle restaure des meubles et elle utilise en particulier des brosses en acier, des brosses électriques en acier, puis elle ne met pas de masque du tout. Et ça, elle fait ça depuis 30 ou 40 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on a analysé, là cette fois-ci on a fait la transmission, ça a été un peu compliqué, mais on a analysé, vous voyez, un macrophage, un gros noyau de macrophage, et donc on a analysé par le micro-analyseur, là c'était celui de la fac de médecine, dont la LCTMP est propriétaire, et on a montré que c'était de l'acier, et que donc cette femme, en fait, et qu'elle utilisait des choses comme ça, et le diagnostic, depuis 35 ans, en fait, c'était pas une sarcoïdose, c'était qu'elle s'exposait à des particules d'acier, et je pense que c'est dommage parce qu'elle a 55 ans, elle est gravement handicapée par une insuffisance rénale, elle est en dialyse, et je pense qu'elle a une intoxication à l'acier. Et d'où l'intérêt, c'est pour ça, c'est de faire ce questionnaire, alors là, je vous montre un autre dossier qui est intéressant. C'est un dossier qu'on a eu récemment du service de médecine interne de la Saint-Étienne, du professeur Catébras, qui avait quelqu'un qui est tatoué, il a un tatouage, et de l'épaule, un gros tatouage, et puis il a développé une sarcoïdose systémique, avec une sarcoïdose neurologique, une sarcoïdose rénale, avec des granulomes dans le rein, une sarcoïdose dans le nerf, il n'y a pas eu de biopsie, il avait aussi des ganglions, une sarcoïdose ganglionnaire, et puis une atteinte aussi cutanée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que M. Catrebas vous a envoyé plusieurs blocs de paraffine. Là, c'est le ganglion. Et vous voyez, il y a plein de particules. Et qu'est-ce qu'on trouve si on fait une analyse sans particules? C'est que du titane. Or, le titane, c'est un composé des poudres de tatouage, un excipient de poudre de tatouage. Mais le plus intéressant encore, et c'est connu, il y a eu des articles qui montraient qu'on trouvait du titane dans les ganglions axillaires, c'est pas loin, l'épaule, la région axillaire. Mais le plus intéressant, à mon avis, chez ce patient, le plus instructif chez ce patient, c'est dans le rein. Alors, dans le rein, voilà. Et dans le rein, on trouve encore pas souvent du barium, c'est pas de la contamination de la pièce, on trouve du sulfate de barium pour 25% d'une centaine de particules analysées. Et là aussi, le barium, c'est un excipient des poudres de tatouage. Et donc ça veut dire que cet homme, à mon avis, il n'a pas une sarcoïdose généralisée. Il a en fait un empoussièrement, il prend plusieurs séances. Et parfois ça a été mis trop profond, c'est parti dans le circuit lymphatique. Peut-être c'est parti dans les capillaires aussi, c'est allé dans le rein. Et en fait cet homme, on montre la présence des particules qui sont la cause de c'est pas une sarcoïdose, c'est une granulomatose à corps étranger due à ce tatouage. Voilà. Là, c'est un autre cas qui est aussi très intéressant d'un patient qui était étiqueté sarcoïdose, mais qui était un ouvrier du bâtiment, extrêmement poussiéré. Il était persuadé que c'était pas ça, que c'était la cause de son métier. Alors je lui disais, monsieur, vous avez une sarcoïdose. Vous pouvez voir quand même qu'il a des poumons qui sont quand même très abîmés, qui font penser c'est peut-être une sarcoïdose stade 4, mais également il y a des silicoses qui sont exactement le même aspect et on ne peut pas faire la différence. Et en fait, vous voyez, on a reçu des biopsies, de toutes petites biopsies bronchiques, de son arbre bronchique, et vous voyez, il y avait quelques particules, et en fait, la micro-analyse de ces particules a montré qu'en fait, on avait de l'acier, du tungstène,
et de la silice en quantité beaucoup plus importante que la norme. Pour nous, on trouve 5% de silice et 60% d'aluminosilicate. Et en fait, cet homme, quand on l'interroge avec le questionnaire Minapat, il utilise des scies en carbure de tungstène pour couper du béton. Béton, c'est la silice, et également aussi de l'acier. Donc cet homme c'est pas une sarcoïdose, et actuellement il a beaucoup de difficultés pour se faire reconnaître en maladie professionnelle. Pour moi, alors, il y a une certitude que cette maladie pulmonaire, c'est pas une sarcoïdose, c'est lié à son activité professionnelle. Voilà. Hop là. Donc, d'où l'importance du questionnaire Minapat. C'est à partir d'expérience, à partir d'une revue de la littérature. Il y a Valentin a contribué à cette mise au point de ce questionnaire. Et donc aussi, il y a un questionnaire Silicosis qui a été fait à Paris aussi. Et donc, on a 37 questions d'exposition professionnelle, 24 non professionnelles. Et on pose aussi des questions sur les dispositifs implantants, parce que ça, c'est des choses que ce questionnaire, il a évolué par rapport à il y a 10-15 ans. Voilà, donc maintenant, alors le problème de Minapat, c'est que c'est cher, Minapat. C'est cher, les victimes d'implants et sûrs, un certain nombre ont pu faire financer leurs analyses par les mutuelles. Il y a Banque Populaire, je crois Banque Populaire, il y a aussi Massif, il y a plusieurs mutuelles de protection juridique qui ont financé ça, mais c'est vrai que c'est un coût. Actuellement, on est à 450 € hors taxe, et c'est vrai que c'est actuellement, alors les implants et sûrs, je crois que du moment qu'on a publié, on va en parler cet après-midi, il n'y a plus forcément besoin. Ça peut être pour un dossier individuel, ça peut être intéressant, mais avec les publications qui ont été faites, je comprends. Actuellement, on en a très peu. Et par contre, je pense que pour le poumon, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a une grande variété d'expositions possibles. Donc le problème, c'est comment faire financer ces analyses. Et donc, je vais redonner la parole parce que l'idéal, ça serait d'arriver à le faire financer par la Sécu. Je vais redonner la parole à Emmanuel. C'est un acte ANAPAT, c'est d'ANAPAT. Oui, alors, pour vous expliquer un petit peu les financements de ce type d'acte, actuellement une analyse anatomopathologique, comme les illustrations qu'on a pu voir sur des biopsies, des pièces opératoires, tout ça est financé par le système de santé, par des cotations spécifiques au niveau de la Sécu. Il y a actuellement d'autres actes qui sont en cours de développement dans la prise en charge des patients, ce qu'on appelle les actes de biologie moléculaire à visée thérapeutique. On parle par exemple quand on recherche des mutations dans les cancers du poumon, dans les adénocarcinomes du poumon, pour pouvoir donner des thérapies ciblées. Pour l'instant, ces actes ne sont pas pris en charge par la Sécu. C'est un financement spécifique, c'est des actes hors nomenclature, donc qui sont basés sur le système RIHN, le référentiel des actes innovants. Donc c'est des actes technologiques nouveaux qui demandent à avoir un minimum de recul pour faire leurs preuves, avant de passer à la nomenclature Sécu. Mais ça met beaucoup plus de temps que la théorie. Donc l'idée, ce serait de voir comment pouvoir financer ces actes de microscopie électronique. Et donc pour vous expliquer un petit peu le processus, donc il y a 4 conditions pour pouvoir inscrire un acte dans ce référentiel des actes de nomenclature. Donc un caractère de nouveauté, une phase précoce de diffusion, qui est des risques pour le patient préalablement caractérisé et susceptible de présenter un bénéfice clinique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert. Donc ça, c'est la définition officielle pour pouvoir inscrire ces actes. Et du coup, les modalités de prise en charge, donc il y a inscrire ces actes dans ce référentiel. Donc tous les ans, il y a un renouvellement des actes disponibles. Donc il faut déposer un dossier à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, donc il y a une plateforme spécifique. Donc tous les ans au mois de septembre. Et donc le dossier est étudié sur une durée de 6 mois avant la publication de l'actualisation du référentiel. Et donc ces demandes doivent émaner d'un établissement de santé public ou privé qui est éligible à des financements mairie. En fait, c'est des financements liés à la recherche. Quand vous avez des établissements qui font des projets de recherche, ils touchent des indemnités par ce système de mairie. Et donc on ne peut pas lancer ça à partir d'un établissement. On s'était dit, est-ce qu'un établissement privé d'ANAPAT qui serait intéressé pour collaborer pourrait se lancer dans ce projet? Malheureusement non, c'est que les établissements de santé qui peuvent bénéficier de ces budgets recherche. Et donc une fois la nomenclature, la théorie c'est 3 ans d'observation avec prise en charge par l'enveloppe mairie, et pour après évoluer vers une prise en charge à la Sécu. Donc ce référentiel RIHN, il existe depuis 2018, et malheureusement, pour l'instant, il y avait des actes de biologie moléculaire, par exemple dans le cancer du côlon, qui sont très bien codifiés, les recherches de mutations KIRAS par exemple, c'est toujours pas passé à la cotation Sécu. Malheureusement, c'est un système
Du coup, ces actes en nomenclature, il y a un surcoût. Les établissements de soins qui prennent en charge ces patients ne vont percevoir une indemnité sur ces budgets de recherche qu'à hauteur d'environ 50%, et ils ne seront indemnisés qu'un an après. Donc un établissement de soins devrait être déjà avec un reste à charge, et on ne peut pas facturer ces actes en nomenclature à des patients. Donc c'est un système qui est quand même très, très compliqué pour pouvoir arriver à ce qu'il y ait un accès vraiment large à toutes les personnes pouvant bénéficier de ces nouvelles technologies. Voilà, donc la microscopie optique a permis la définition de certaines maladies depuis plus de 130 ans. On parle de la sarcoïdose depuis un certain temps, mais il faut maintenant pouvoir aller plus loin pour sortir du terme idiopathique un peu trop facile, et on espère pouvoir évoluer dans la prise en charge financière de ces actes. Merci Emmanuel. On va essayer de faire 10 minutes de table ronde. Enfin, je vais raccourcir un peu parce qu'on a pris un peu du temps. On fera une pause de 10 minutes et on attaquera à 11h20 la session sur les implants essuie. Je ne sais pas si Mickaël veut venir, on peut se mettre là éventuellement s'il y a des questions. Allez-y, oui. Parce qu'elle s'installer là. Valentin, si tu veux venir. C'est parti. Là. Voilà. Il y avait la dame qui avait... Donc, très court. Ah. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ce questionnaire? Oui, bien sûr. Oui. On vous oui, non. On a développé une enveloppe solo, mais non, mais il n'est pas du tout sous propriété intellectuelle, et nous pensons qu'il faut qu'il soit diffusé au maximum de personnes. Donc, vous nous envoyez un petit mail, on vous l'envoie. D'accord, c'est ce qu'on fera. Alors, j'ai juste une deuxième question. La sarcoïdose, je n'ai pas compris comment vous la détectez. Comment on peut dire que quelqu'un est atteint de sarcoïdose? Eh bien, c'est des gens qui ont parfois des symptômes pulmonaires, on va trouver des taches au poumon, on va faire des prélèvements, on va trouver des granulomes inflammatoires, et voilà, c'est des sujets souvent, parfois des sujets jeunes. Hein. Est-ce que c'est un peu comme la fibromyalgie, en fait, où on enlève du coup toutes les pathologies possibles qui pourraient être autres pour dire que ce serait ça? C'est ma question. Emmanuel. Alors c'est un peu il y a une partie par élimination. Il y a un ensemble d'éléments à la fois morphologiques et cliniques. Là, c'est le versant du pneumologue. Et il peut y avoir derrière des prélèvements anatomopathologiques. Donc ça peut être, le plus souvent, ça va être des biopsies bronchiques ou des prélèvements de ganglions médiastinaux, parce que le plus souvent, c'est au niveau des ganglions du médiastin. Et quand l'examen anatomopathologique met en évidence ce qu'on appelle la description classique du granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose, c'est vraiment la description type. Et avec cet ensemble d'éléments cliniques et biologiques, voilà, le diagnostic va être posé. C'est un ensemble d'éléments qui vont poser ce diagnostic. C'est pas un signe pathognomonique, dites c'est ça, voilà, c'est plus un faisceau d'arguments, et effectivement un peu par élimination, par le sous couvert du pneumologue. Merci. Je pense que dans les critères RIHN, il en manque un, c'est-à-dire de savoir si la technique a un bénéfice pour le patient. Parce que, en ce qui concerne les pathologies... Oui, c'est un point. Si, ça y est, bien sûr. Ça y est. Ah oui. Surtout, il n'y en a pas de risque. Présenter un bénéfice clinique. Clinique. Oui. Non, mais c'est le clinique qui n'est pas... Ah bah ça c'est la définition officielle. Non, mais je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est que par rapport aux pathologies dont vous avez parlé, l'intérêt, c'est éventuellement de pouvoir avoir une reconnaissance en termes de maladies professionnelles. En termes de bénéfices cliniques, il n'y aura rien. Ça ne va pas changer l'histoire de la maladie. À la prise en charge peut-être, ça je sais pas. Je veux dire, la prise en charge est améliorée si les gens sont reconnus en maladie professionnelle, et puis il peut y avoir aussi une arrêt d'exposition, parce qu'il y a des gens qui sont exposés, ils ne savent pas, donc il y a quand même un bénéfice clinique potentiel quand même. Voire des collatéraux aussi. Tout n'est pas trop tard pour qu'il y ait une amélioration si on arrête l'exposition. Mais là, l'intérêt, il est essentiellement médico-légal. Il est préventif et médico-légal, je suis d'accord. Gilles? Oui, je voudrais revenir sur les problèmes des tatouages, parce que ça fait des années que mon ami Vincent Balter de l'ENS me parle des problèmes de tatouage. D'ailleurs, il m'a offert un très très beau bouquin pour mon dernier anniversaire sur les pathologies liées au tatouage. Alors déjà, l'Europe va supprimer les tatouages couleurs à partir effectivement des métaux. Donc ça, déjà, c'est acté par l'Europe. Le vrai problème, c'est les facteurs confondants dans les problèmes d'échour. Parce qu'en fait, un certain nombre de patients qui sont affectés par les échours ont aussi des tatouages
magnifiques, j'adore les tatouages à titre personnel, mais voilà, on a des tatouages couleurs en particulier chez certains de ces patients, et là pose le problème effectivement de métaux et confondant avec la pathologie des échos, puisqu'on retrouve un certain nombre de métaux qui sont communs. Donc ça me pose quand même un très très sérieux problème, au point même que je voudrais inclure la description des tatouages dans l'interrogatoire un peu systématique qu'on fait avant explantation. Il y a d'autres questions? Bonjour. Je suis obligée de regarder mes notes, sinon je me souviens pas ce que je veux dire. Actuellement, vous savez peut-être qu'il y a une recherche qui va être menée sur les victimes des implants Essure sur une très longue période. On va en parler à la prochaine session. C'est l'objet de la prochaine session. D'accord. Alors, ma deuxième question, quels sont les examens nécessaires à faire pour les victimes des patients Essure pour effectivement rejoindre la question, éliminer toute pathologie sous-jacente, parce que actuellement les médecins internistes ils sont très en arrière par rapport aux symptômes qu'on décrit, à faire tous les examens nécessaires pour éliminer toute autre pathologie. Donc on se retrouve avec tout un tas de symptômes non expliqués et une errance médicale. Mais là aussi, on va enfin, je m'excuse, c'est pas que je veux pas vous répondre. C'est le sujet de la prochaine session, donc ça vous pourrez la reposer. Mais bien sûr, vous avez raison de poser cette question. Alors sur les sarcoïdos, sur les analyses qui sont faites, je pense que le dépôt passif c'est très intéressant. Hein. C'est d'une simplicité biblique. Hein. Vous mettez un mois et on peut savoir vos poussières de chez vous. Moi j'avais une question sur la vasculite de Wegener, j'ai une thérapie de vasculite. Je voulais savoir, est-ce qu'on pour ce qu'on avait pu faire, comme pour les prothèses, une analyse donc, de la même coupe histologique en microscopie optique, en microscopie électronique à balayage, pour localiser justement les particules d'acier. Est-ce que ces particules sont au milieu du granulome ou alors... Alors c'est jamais la même coupe, parce que de toute façon c'est la coupe continue. Et on peut trouver peut-être les mêmes lésions, mais c'est jamais la même coupe, on ne veut pas passer la coupe. Il y a l'épaisseur de la coupe qui est de l'ordre de 5 à 10 microns. Voilà, c'est ça. C'est à peu près pareil. On avait vu la photo là, pour la trompe, on est quasiment au même niveau, donc on voit à peu près où on est. Et donc dans ce Alors pour la maladie Wegener, c'est des résultats très récents, hein, qui datent de 15 jours, 3 semaines. On a informé la personne qui la prend en charge de l'insuffisance rénale. Je leur dis, il faut que vous cherchiez quel type de prothèse il a eu. Enfin voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de retour. C'est très récent. Hein. Et ça pourrait être intéressant. Faire de la corrélation optique et électronique, tant qu'on peut, c'est très intéressant sûrement. J'avais une question, si on trouve des particules au niveau du poumon, est-ce qu'elles peuvent se retrouver au niveau du rein? Parce que là je pensais, vous étiez sur la prothèse du genou, mais il pourrait y avoir tout ce qui est ponçage et tout du bois, avec même des coupes tronçonneuses et tout, qui se retrouveraient dans les poussières, mais qui du coup passeraient par les poumons, et est-ce qu'elles pourraient se retrouver dans le rein? C'est juste la question. Moi je crois que c'est... Oui. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais comme on n'a pas fait d'études de biopsie de différents sites atteints, ça reste quand même des gestes invasifs. Après, je ne sais pas si, après tout, le poumon, il va quand même bien capter et ça va bien rester emprisonné dans le poumon. Et après, de la nanoparticule qui pourrait se détacher, pourquoi pas. Voilà, elles ont l'air assez grosses quand même, les particules. Oui, mais je pense que... Grosses et puis bien aiguës, quoi. Donc c'est des filtres, mais je pense que ça passe par la circulation. Mais après, c'est rare qu'on ait des prélèvements à différents endroits pour le même patient, quoi, parce que ça reste toujours des choses... Après, c'est dommage que Valentin, il n'est pas là, mais qu'il avait fait une grande revue bibliographique en fonction de la nature chimique de la particule, elle est plus éliminée par une organe ou plus par l'autre. Les métals sont bien éliminés par les reins. Donc ils vont dans la circulation et puis les nanos peuvent aller au cerveau. Il y a celles qui sont un peu plus micro vont passer dans le rang. Théoriquement, on va essayer de les épurer s'ils sont en quantité énorme et restent, mais s'ils sont normaux parce qu'on a plein de particules. Parce que du coup, il faudrait faire presque regarder dans le poumon avant de conclure sur le truc du genou, là, parce que ça reste la forme des particules. Moi, ça me rappelle de l'usinage de bois. Hein. Il y a beaucoup d'acide dans l'usinage de bois. Ça fait des particules arrachées brutalement.
Sauf si du c'est une frottement et tout, on les voit contamination pas hyper filamenteuses. Hein. Il y a des filaments de ce style Ouais, aussi. en frottement. Mais par contre, il y a une analyse plus poussée de la nature chimique complète. Ouais, Si on a de l'implante, je pense qu'on trouve une certaine analyse chimique. Si on n'a pas d'implante, on trouve d'autres choses. Je pense que les spécialistes métaux, ils peuvent les reconnaître. Il y a de la salle. Je propose, enfin, je m'excuse de bousculer un peu parce qu'on a un timing très chargé. C'est sur un plan sûr, il y a, je pense, pas mal de questions. Donc je vous propose qu'on fasse 10 minutes, un quart d'heure de pause et on devait commencer la session sûr à 11h20.